Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer les hépatites virales, les définitions, l'épidémiologie et les modes de transmission et de prévention. Bonjour à tous. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir à la web radio de l'Infectio le docteur François Villeray, hépatologue gastro-entérologue aux Hospices civils de Lyon. Bonjour François. Bonjour Amandine. Alors aujourd'hui je vais te poser quelques questions parce que moi j'y connais pas grand-chose aux hépatites virales. Dis-moi, qu'est-ce qu'une hépatite virale ? C'est une très bonne question. Une hépatite virale, c'est une inflammation du tissu hépatique qui a une définition normalement anatomopathologique, c'est-à-dire sur une biopsie hépatique, et qui se traduit cliniquement par une augmentation des transaminases, les fameuses ALAT et ASAT, dénommées souvent cytolyse hépatique. Une hépatite peut être d'origine virale, c'est-à-dire que le virus a un tropisme hépatique exclusif ou partiel, et l'hépatite peut être secondaire, soit à l'effet cytopathogène direct du virus, soit secondaire à la réaction immunitaire de l'hôte vis-à-vis de ce virus. Et parfois, il s'agit d'une combinaison des deux mécanismes. Une hépatite virale peut être responsable d'une hépatite aiguë ou d'une hépatite chronique, avec un seuil de 6 mois pour définir l'une ou l'autre. Cliniquement, une hépatite aiguë virale peut être totalement asymptomatique ou responsable souvent de symptômes peu spécifiques, une asthénie, des nausées, des douleurs en hypocondre droit qu'on appelle des hépatalgies, un syndrome pseudo-grippal ou un ictère. Une hépatite aiguë est considérée comme simple lorsqu'il existe uniquement une cytolyse hépatique, est définie comme sévère lorsqu'on a une cytolyse hépatique avec un TP inférieur à 50%, ou une hépatite fulminante lorsqu'on a une cytolyse, un TP inférieur à 30% et la présence d'une encéphalopathie hépatique. Ces deux dernières formes d'hépatite sévère et fulminante nécessitent un transfert vers un centre de transplantation hépatique. La gravité de l'hépatite aiguë n'est pas corrélée aux transaminases, mais elle est liée à la diminution du TP, l'augmentation de la bilirubine, et l'apparition de signes d'insuffisance hépatique comme l'encéphalopathie hépatique, l'hypoglycémie ou l'hyperlactatémie. Lorsque l'hépatite a une durée supérieure à 6 mois, elle devient chronique et dans cette phase, la plupart des patients sont asymptomatiques. Les virus responsables d'hépatite sont multiples. On retrouve les 5 virus abécédaires principaux, les virus de l'hépatite A, B, C, D et E qu'on va voir un peu plus approfondissement aujourd'hui. Mais d'autres virus peuvent être responsables d'hépatite virale comme les virus des groupes herpétiques, de la dengue, des virus des fièvres hémorragiques ou du VIH. François, est-ce que je peux te demander quelle est l'épidémiologie des principales hépatites virales ? Les hépatites virales restent une grande cause de morbidité et de mortalité dans le monde, avec une augmentation du nombre de décès ces dernières années malgré l'ensemble des mesures. L'hépatite A a une incidence annuelle de 10 millions de cas dans le monde, et en France, environ 1200 personnes sont atteintes d'une hépatite virale A. L'hépatite A est responsable d'hépatite aiguë, jamais de forme chronique, et l'hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire auprès des agences nationales de santé. L'hépatite B est responsable d'hépatite aiguë et d'hépatite chronique. Plus le patient est jeune, plus le risque de chronicité est important. C'est-à-dire que lorsque le nouveau-né est infecté à la naissance, il va garder une infection chronique par le virus de l'hépatite B toute sa vie. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes ont été en contact avec le virus de l'hépatite B et environ 254 millions de porteurs chroniques sont dénombrés en 2023, engendrant chaque année plus de 1 million de décès. Il existe une grande disparité de la prévalence de l'hépatite B au niveau mondial, avec une forte prévalence en Afrique, en Asie et une prévalence plus faible en Europe. En France, la prévalence reste faible, comprise entre 0,3 et 0,6% de la population. L'infection chronique par le virus de l'hépatite B est la première cause de carcinome hépatocellular dans le monde. Et en cas d'hépatite B aiguë symptomatique, il s'agit également d'une maladie à déclaration obligatoire auprès des agences régionales de santé. Concernant l'hépatite C, elle est responsable d'hépatite aiguë mais qui reste relativement rare et anecdotique, et surtout d'infections chroniques et d'hépatite chronique. Dans le monde, 58 millions de personnes sont porteuses d'une hépatite C, et en France, 75 000 personnes sont porteuses de cette hépatite, dont la majorité ne connaissent pas leur statut sérologique. Néanmoins, le nombre de patients porteurs d'une hépatite C diminue en lien avec les nouveaux traitements. L'hépatite delta est un virus que l'on appelle défectif, c'est-à-dire qui nécessite l'hépatite B et l'antigène HBs, qui est présent au cours des infections par le virus de l'hépatite B, pour infecter le foie. Environ 5% des porteurs de l'hépatite B sont co-infectés par l'hépatite delta, soit environ 15 millions de personnes. Et la contamination peut être soit simultanée avec l'hépatite B, c'est-à-dire on se contamine avec l'hépatite B et l'hépatite delta en même temps, soit il peut y avoir une surinfection d'un patient porteur d'une hépatite B par hépatite delta.
L'hépatite delta est considérée actuellement comme l'hépatite la plus grave dans le monde. Enfin, l'hépatite E, que l'on oublie souvent, est pourtant l'hépatite la plus fréquente dans le monde. Environ 20 millions de cas par an. Elle est à l'origine d'hépatite aiguë essentiellement, mais peut être responsable d'hépatite chronique, surtout chez les patients immunodéprimés, comme les transplantés d'organes, les patients sous chimiothérapie ou immunothérapie ou les patients séropositifs pour le VIH. Elle est potentiellement grave également chez les patients porteurs d'une hépatopathie chronique comme la cirrhose. Peut-on revenir sur les modes de transmission de ces principales hépatites virales A, B, C, D, E? Effectivement, elles ont des modes de transmission différents en fonction de ces hépatites. L'hépatite A a une transmission essentiellement féco-orale, mais également par voie sexuelle chez patients ayant des relations sexuelles avec des hommes. Concernant l'hépatite B, les modes de transmission sont multiples. Les 3 principaux modes de transmission sont la transmission materno-fétale, la transmission sexuelle et la transmission parentérale. La transmission materno-fétale est responsable d'une très grande partie des infections, surtout en Afrique, par un manque de dépistage des femmes enceintes, avec un risque de contamination du nouveau-né lors de l'accouchement. La transmission par voie sexuelle est possible quel que soit le stade de la maladie, avec des rapports vaginaux ou anaux. Enfin, la transmission parentérale peut être secondaire à l'utilisation de drogues, intraveineuses ou par sniff, des interventions chirurgicales avec des conditions d'hygiène diminuées, ou le partage de matériel de soins, comme le partage de rasoirs, de coupe-ongles ou de brosses à dents, qui peuvent transmettre ce virus. Le virus de l'hépatite B est très résistant dans l'environnement et peut persister pendant une dizaine de jours à température ambiante. Enfin, la transmission horizontale de l'hépatite B est responsable de près de 10% des contaminations, c'est-à-dire une transmission autour d'un cas index. Enfin, dans un tiers des cas, nous ne retrouvons pas le mode de contamination de l'hépatite B. L'hépatite C a une transmission essentiellement parentérale, en lien avec des injections intraveineuses ou de sniff dans le cadre des intoxications à la drogue. Les transfusions sanguines étaient également, avant les années 90 et la découverte de l'hépatite C, responsables de très nombreuses infections. Et actuellement, les usagers de drogue et la population d'hommes ayant des relations avec des hommes sont les principaux facteurs de risque de contamination. L'hépatite delta a le même mode de contamination que l'hépatite B. Enfin, l'hépatite E a 2 modes de transmission distincts en fonction des génotypes. Les 2 premiers génotypes sont responsables d'hépatite aiguë et sont liés à une contamination par le péril fécal, essentiellement dans les pays en voie de développement. Elles sont souvent asymptomatiques, mais potentiellement graves chez la femme enceinte. Dans les pays industrialisés comme le nôtre, l'hépatite E est considérée comme une zoonose, c'est-à-dire une contamination via la consommation de viande de porc, cervidés ou sangliers contaminés, sachant que l'hépatite E résiste à la cuisson et à la congélation. Cette hépatite E, liée à une zoonose, est responsable des hépatites symptomatiques et est responsable de la forme chronique chez les patients immunodéprimés. Alors finalement, quels sont les moyens de prévention qui sont aujourd'hui disponibles? Effectivement, on a vu que les hépatites sont responsables d'une grande morbidité et mortalité, mais cependant, il existe des règles de prévention de ces hépatites. Pour les hépatites A et E, la prévention repose essentiellement sur les règles hygiéno-diététiques et les améliorations des mesures d'assainissement et de lutte contre le péril fécal. Un vaccin est disponible pour l'hépatite A, recommandé principalement chez les patients porteurs d'une hépatopathie chronique, les voyageurs en zone d'endémie, les hommes ayant des relations avec des hommes et les mineurs handicapés mentaux. Concernant l'hépatite E, aucun vaccin n'est recommandé actuellement en France ni en Europe. La cuisson à cœur des viandes est recommandée pour prévenir l'hépatite E dans nos pays industrialisés. La prévention de l'hépatite B, essentiellement via la transmission maternelle-fétale, repose sur le dépistage des femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse, l'introduction éventuellement d'un traitement antiviral en fonction de la charge virale de la parturiente et surtout la sérovaccination du nouveau-né dès la naissance, quelle que soit la charge virale de la maman, avec la réalisation d'une perfusion d'immunoglobuline anti-HBs et une vaccination du nouveau-né dans les 24 heures suivant la naissance. Concernant les rapports sexuels, ils doivent être protégés lorsqu'on n'a pas de connaissance du statut sérologique du partenaire. Et enfin, un vaccin contre l'hépatite B pour la prévention est efficace et disponible, mais malheureusement la couverture vaccinale reste très faible dans le monde, variant entre 18 et 80% en fonction des zones géographiques. En France, la vaccination est obligatoire pour tous les enfants depuis 2018 avec 3 doses recommandées. Enfin, pour l'hépatite C, aucun vaccin n'est actuellement disponible. Le dépistage systématique des transfusions sanguines a permis une diminution drastique de ce mode de transmission. Et enfin, les modes de prévention actuellement se portent essentiellement sur les usagers de drogue, avec une collecte des seringues usagées, la distribution de seringues propres et le dépistage des usagers de drogue, ainsi que leur information.
Merci François de nous avoir éclairé sur les définitions, l'épidémiologie et les moyens de prévention des hépatites virales. Nous te retrouverons dans un second épisode pour leur prise en charge. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.